Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au petit commerce. Le dossier du jour, les mécanismes d'appui aux acteurs du secteur informel. Et au sommaire également de cette émission, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, souhaite un report de l'élection présidentielle au Togo qui est prévue pour ce 15 avril. Au Nigeria, les candidats à la campagne présidentielle ont fait de la jeunesse leur priorité de campagne. Et puis en troisième partie, nous verrons que l'Algérie subit actuellement une baisse drastique de ses réserves de change. Et puis en Sierra Leone, les autorités poursuivent les efforts pour mettre un terme à la chaîne de propagation du virus Ebola. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Nos éditorialistes, Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Samuel Gambok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Malik Acher. Malik, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. À quelques semaines de l'élection présidentielle togolaise, le climat politique est toujours aussi tendu. La CEDEAO a donc plaidé pour un report de 10 jours afin de permettre une étude du fichier électoral, mais aussi de réunir toutes les conditions à un scrutin libre et transparent. Ibra Khadindiaï, commentaire Marie-Angèle Touré. Au Togo, le pouvoir n'a pas encore répondu à la proposition de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, visant à reporter la date du scrutin présidentiel initialement prévue le 15 avril. Toutefois, le calendrier électoral fait toujours débat à travers le pays, notamment au sein de l'opposition. De toute façon, la CENI avait proposé le 22 avril et le pouvoir avait jugé bon de virer ses représentants à la CENI pour les échangés par d'autres représentants. Donc du coup, si aujourd'hui le président ghanéen vient proposer au nom de la CEDEAO qu'il y ait un report, c'est dans l'ordre des choses. Les défenseurs d'un report souhaitent avoir plus de temps pour un examen du fichier électoral afin d'organiser un scrutin transparent et apaisé. L'organisation de cette élection même pose problème. Nous sommes persuadés que les fraudes, la mauvaise organisation et tout le reste. On l'a vu d'ailleurs en 2013, où il y a eu 1500 bureaux de vote fictifs. La CENI, dès le départ, la CENI est mal organisée, inéquitable. Les gens qui sont à la CENI ne sont pas forcément ceux qui doivent être là-bas. Donc c'est un partage entre certains acteurs politiques comme d'habitude. Donc la politique en Afrique est devenue un jeu de prébendes et autres, où les uns et les autres se partagent les rôles et puis en profitent à la suite des élections. Rappelons que le chef de l'État ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, était en visite à Lomé ce mardi où il a rencontré les différents protagonistes de ce scrutin. Il a, à l'issue de ces consultations, proposé que la date de cette échéance électorale soit modifiée. Samuel, un report de 10 jours, c'est ce que propose la CEDEAO. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer ? Je pense déjà que c'est une proposition intelligente. Maintenant, est-ce que les différents acteurs politiques, que ce soit ceux de l'opposition ou la majorité présidentielle, pourront tomber d'accord sur cette proposition ? Il faudrait qu'il y ait une certaine flexibilité de part et d'autre. Il faut quand même souligner que la date du 15 avril avait été décidée de façon unilatérale par le gouvernement. C'est en février dernier que le président, à l'issue d'un conseil de ministres, a décidé de convoquer le corps électoral sans toutefois prendre en compte les besoins et les inquiétudes de l'opposition. Donc si on arrive à cette situation, c'est parce que justement il n'y a pas eu un accord consensuel entre les différentes parties. Et je pense que la position de la CEDEAO est une position intelligente qui permet d'anticiper sur de potentielles crises post-électorales. Alors, Malik, ces 10 jours vont-ils réellement permettre d'éplucher intégralement le fichier électoral, mais aussi vont-ils permettre d'accorder les acteurs politiques de ce scrutin ? Si on déplace l'élection d'une dizaine de jours, je ne crois pas. Je pense qu'il faut un délai plus long. Et déjà, il y a un climat très tendu au Togo en ce moment. Il y a l'opposition qui appelle au boycott des élections, Alberto Olympio en tête. Alberto Olympio qui s'est d'ailleurs saisi du fichier électoral et qui a remarqué qu'il y avait de nombreux doublons. Donc ça, c'est dire. Maintenant, il faut que ça soit vérifié. Je crois qu'il y a une organisation de la francophonie qui est sur place, des experts qui sont sur place pour vérifier si effectivement le fichier est correct et s'il n'y a pas de doublons. Donc je pense que c'est un processus qui va mettre beaucoup plus de temps. Et l'intervention de la CEDEAO est quand même à saluer. Son intervention
peut permettre d'apaiser les choses. En revanche, le délai de 10 jours, de 15 jours me paraît très faible et c'est ce qui est avancé en ce moment entre les acteurs. Oui, parce que, comme Malik l'a dit, on peut saluer la décision de la CEDEAO, mais 10 jours, c'est vraiment trop court comme délai. Oui, c'est une décision à saluer, effectivement. La CEDEAO se positionne comme un médiateur, en gros. Mais oui, 10 jours, c'est trop peu, Amira. Et je pense que quand on voit le travail en général, quand on fait des audits de fichiers électoraux, en général, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un fichier qui n'est pas révisé depuis longtemps, des fois, il y a des personnes qui ne sont plus en vie qui figurent dans le fichier. Parfois, il y a un certain nombre du corps électoral, en tout cas, qui n'est pas pris en compte, des naissances, des choses comme ça. Donc, à mon avis, c'est tout ça qu'il faut régulariser. L'intérêt de vérifier le fichier électoral, c'est pour éviter les fraudes. C'est l'intérêt majeur. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, reste à savoir si c'est tenable dans ce délai. Alors, Samuel, l'opposition craint que le scrutin ne soit ni libre ni transparent. Partagez-vous leurs inquiétudes ? Je partage cette inquiétude à partir du moment où le processus électoral n'a pas été conduit de façon efficace, de façon consensuelle, comme je l'ai relevé au début de mon propos. Encore une fois, je dis que cette position de la CEDEAO est une position intelligente parce que l'opposition était plutôt d'avis ou partageait un tout petit peu, ou la grande majorité de l'opposition partageait la proposition de la CENI pour le 21 ou le 22 avril prochain. Donc la CEDEAO, de façon très intelligente et sans toutefois s'éloigner des délais constitutionnels, a pris là une bonne mesure. Parce que si on étend le délai, on n'est plus dans les délais constitutionnels et cela peut amener à des soulèvements au Togo. Alors, Malik, ce que dénonce l'opposition, c'est la candidature du président Faure Gnassingbé, une candidature qui est pourtant légitime. Candidature légitime, bon, je pense que quand même... En tout cas, légale. Légale, oui, parce qu'il n'y a pas de limitation de mandat présidentiel et on peut le déplorer quand même pour un président qui a à peine 50 ans. Je pense que c'est l'un des présidents les plus jeunes en Afrique et je pense qu'il aurait pu quand même inciter un mouvement quand même pour avoir un peu plus de démocratie au Togo. Je pense que c'est un mouvement qu'il faut qu'il commence. Donc oui, c'est une candidature légale. Maintenant, l'opposition qui appelle au boycott, c'est pas la première fois. Nous avons vu les violences qui ont eu lieu par le passé lors des précédentes élections présidentielles au Togo. Le climat risque de se tendre un peu plus pour cette prochaine élection qui ne s'annonce pas sous des auspices, de bonnes auspices. Et le Nigeria, première puissance économique du continent. Toutefois, le taux de chômage des jeunes est toujours aussi préoccupant. À l'heure où le pays se prépare aux élections générales, les candidats essayent tant bien que mal d'associer la jeunesse du pays à leurs projets politiques. Principale promesse faite, l'emploi pour tous. Christelle Dayambaya. Le chômage, une préoccupation majeure avant les élections générales nigérianes. Dans le pays, près de 40 millions de personnes sont à la quête d'un emploi après leur formation. Le chômage est devenu un problème récurrent. La plupart des jeunes se retrouvent dans les rues, prêts à embrasser n'importe quel métier pour subvenir à leurs besoins. Je cherchais des emplois pendant 2 à 3 ans après ma formation. Je regardais autour de moi pour trouver ce que je pouvais faire avec mes mains et qui me rapporterait quelque chose pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est en ce moment que j'ai décidé de me lancer dans l'élevage de la volaille. Pour des jeunes gens comme Kamal Adeyami, démarrer une petite entreprise à partir de rien n'est pas toujours facile. Grâce à la contribution financière de son oncle, Kamal a mis en place un petit projet d'élevage de volailles. Il compte aujourd'hui développer son business en y incluant la pisciculture. Nous investissons uniquement dans l'aspect volaille. Nous avons aussi la possibilité de faire de l'aquaculture. Je cherche donc à intégrer les 2 ensemble dans un plus grand espace où je serai en mesure d'employer et de donner à quelques jeunes, même diplômés, l'occasion de travailler avec moi. La croissance de l'économie nigériane est entravée par les problèmes de sécurité dans le nord du pays. Le gouvernement fédéral a mis en place un fonds d'innovation technologique d'une valeur de 16 millions de dollars. Ceci pourrait permettre de financer des projets d'entrepreneuriat de jeunes start-up dans le pays.
Alors Malik, le Nigeria, première puissance économique du continent, et pourtant cette performance ne l'empêche pas d'être confronté au problème phare du continent, le chômage des jeunes. Oui, et c'est un enjeu qui concerne beaucoup de pays. Le Nigeria, qui est quand même la première puissance économique, comme vous venez de le dire, un PIB qui a été recalculé récemment, 300 milliards de dollars, donc c'est une puissance quand même émergente en Afrique. Le problème du chômage des jeunes, il est multiple, les causes sont multiples. Il y a ce problème de formation des jeunes qui ont une formation qui ne correspond pas au marché du travail. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi cette instabilité permanente aussi au Nigeria sur le plan politique. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que les premières victimes, ce sont les jeunes au Nigeria, à cause de cette instabilité politique. Alors Samuel, on a du mal à comprendre comment expliquer qu'une puissance économique comme le Nigeria n'arrive pas à créer de l'emploi. Le Nigeria crée des emplois par rapport à la politique gouvernementale. Il y a des réformes qui ont été faites, mais simplement il faut relever que la courbe du chômage au Nigeria depuis les années 2000 est ascendante. Et donc elle absorbe, ce chômage absorbe toutes les capacités de l'État, et ce chômage est lié aussi à la croissance exponentielle de la population. L'offre de travail n'est pas capable d'absorber cette population qui arrive sur le marché de l'emploi. Plus d'un Nigérian sur 3 vit dans une situation de précarité, de chômage. Et donc, des réformes ont été prises. Il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont positifs, on le relève tout le temps sur ce plateau, mais simplement, c'est une situation macroéconomique qui n'est pas inclusive, qui ne permet pas de créer plus d'emplois dans des secteurs aussi divers. Ce qu'il faut quand même aussi relever, c'est que le secteur informel absorbe une bonne partie de la population et ce secteur n'est pas encore suffisamment intégré dans le tissu économique conventionnel régulier. Donc il faut réorganiser le système économique du Nigeria. Il y a des réformes, il y a des avancées en matière de diversification. C'est peut-être au cours des prochaines décennies que cette courbe du chômage va peut-être commencer à baisser. Alors Daouda, nous l'avons évoqué il y a quelques jours sur ce plateau, le Nigeria entame une nouvelle politique de diversification économique, notamment en misant sur l'agriculture. C'est ce genre de stratégie qui va favoriser l'employabilité des jeunes? Oui, je pense que l'agriculture est un créneau pour tous les pays dont l'économie est dominée par l'exportation d'hydrocarbures. Ça, c'est une évidence. Bon, il y a les nouvelles technologies également. Le Nigeria en a les moyens parce que ce boom démographique est peut-être aussi un atout, parce que c'est autant de force de travail, c'est autant si ces personnes sont qualifiées, parce que c'est tout le problème. Quand on a une jeunesse qui n'est pas qualifiée, bien formée, ça devient un poids social. Par contre, quand on a une jeunesse qui est formée, qualifiée, là c'est une main-d'œuvre intéressante qui peut aussi intéresser des multinationales qui investissent dans le pays, etc. Donc en fait, la formation est un enjeu central dans cette problématique. Mais on agite la question des jeunes, de l'emploi des jeunes au moment des élections. J'espère bien que ce n'est pas juste parce que on souhaite, entre guillemets, draguer un certain électorat des jeunes, parce qu'on sait que 40 millions de jeunes au Nigeria, ça représente quand même un électorat intéressant pour l'un ou l'autre des candidats. Mais j'espère que c'est de vraies politiques qui pourront se mettre en œuvre après les élections. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.